Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews et sur Europe 1. On va parler dans un instant des annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité, mais tout de suite le point sur les intempéries qui ont frappé le Gard très durement aujourd'hui. Le Gard qui a été placé une partie de la journée en vigilance rouge. On va rejoindre tout de suite le correspondant d'Europe 1 sur place à Huchot. Bonsoir Stéphane Burgat. C'est là, dans cette région, que 2 personnes sont toujours portées disparues. Exactement, un homme donc sur cette commune de Huchot. Il y a également une femme portée disparue non loin d'ici à Aigues-Vives. On apprend aussi qu'une femme a été foudroyée, mais ses blessures seraient sans gravité tout près d'ici, du côté de Vergès, à l'usine Perrier, des communes qui se situent au sud-ouest de Nîmes, une zone rurale où la circulation est extrêmement compliquée en ce moment en raison des routes encore submergées. Et puis avec la fermeture de l'autoroute tout à l'heure, c'est un flot important de véhicules, de poids lourds qui se sont engouffrés sur ces petites routes départementales. Là où ils le peuvent, les services techniques libèrent les accès et qui sont encombrés de gravats. Quelques 800 pompiers sont toujours mobilisés. Le trafic ferroviaire pourrait reprendre ce soir entre Nîmes et Montpellier. Ce phénomène météo a été particulièrement violent, une montée des eaux rapide, mais depuis la mi-journée, la pluie s'est arrêtée de tomber ici. Et avec la décrue, les habitants peuvent maintenant constater les dégâts, vérifier si les véhicules redémarrent et puis ils s'activent notamment à nettoyer ce qui peut l'être. Stéphane, encore une question. Le ministre de l'Intérieur, qui était ce matin à Roubaix, va faire le déplacement. Il est attendu aux alentours de 19h. C'est ça, on nous l'a annoncé pour ce soir, très certainement du côté de Vergès et peut-être tout près d'ici la commune de Bénis. C'est ce qui est pour l'instant communiqué aux journalistes. Merci beaucoup Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1. Voilà donc pour ces intempéries, on fera un point tout au long de la soirée en fonction de l'évolution de la situation concernant ces 2 personnes qui sont toujours portées disparues. Gérald Darmanin se rend sur place. Il était, je vous le disais, évidemment en fin de matinée à Roubaix où le président Macron a fait un long discours devant les policiers dans une école de police, d'ailleurs avec des jeunes élèves qui étaient autour de lui. On va faire d'abord le point avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Sur ces propositions qui sont vraiment destinés à retisser le lien entre les forces de l'ordre et l'exécutif. À retisser les liens entre les forces de l'ordre et la population, un lien qui avait été distendu après plusieurs interventions de police qui avaient fait polémique et après la reconnaissance par Emmanuel Macron que certains policiers font des contrôles aux faciès. Sur ce point, le président a pris soin de préciser que seuls 4% des appels à la plateforme de signalement des discriminations concernent effectivement la déontologie des forces de l'ordre, alors que la majorité des signalements concernent l'emploi ou le logement. Mais pour répondre aux problèmes dénoncés parfois par les syndicats de police eux-mêmes, le président promet des agents qui seront à l'avenir mieux formés. Il y aura une réforme de la formation et plus encadrés sur le terrain et surtout plus de transparence dans le contrôle des forces de l'ordre. La police des polices et l'inspection générale de la gendarmerie devront rendre public leur rapport annuel et une délégation de députés et de sénateurs va être chargée de contrôler et d'évaluer l'action des forces de l'ordre, même si pour l'instant ces prérogatives restent encore à définir. Enfin, le président annonce aux Français plus de bleu sur le terrain, une mesure qui sonne comme une annonce de campagne. 2 fois plus de policiers et gendarmes sur la voie publique d'ici 10 ans. Rassurant pour les policiers, dissuasif pour les délinquants, c'est ce qu'assure le chef de l'État, avec une caméra piéton par agent sur le terrain d'ici fin 2022. Effectivement, retisser le lien avec la population, mais aussi retisser le lien avec les forces de l'ordre qui parfois ont une espèce de perte de sens de leur métier, Sandra. Oui, et ça passe principalement par la simplification de la procédure pénale. Dans les commissariats, dans les gendarmeries, j'ai vu des piles de papier, a dit Emmanuel Macron. La lourdeur de la procédure est un ennemi commun aux policiers et aux magistrats. C'est le symptôme de notre impuissance. Charge maintenant et sous 3 mois à Éric Dupond-Moretti de présenter de nouvelles mesures concrètes pour alléger cette procédure. Le président s'engage aussi à redonner de l'attrait à la fonction d'officier de police judiciaire et à finaliser une refonte des cycles horaires d'ici 2022. Enfin, il demande à son ministre de l'Intérieur une loi de programmation qui doit penser la police et la gendarmerie de 2030 et dépendra donc de sa réélection. En attendant, il annonce un budget de près d'1,5 milliard d'euros pour 2022, dont 500 millions d'euros dédiés aux premières mesures du Beauvau de la sécurité. Merci beaucoup Sandra Buisson. Effectivement, on voit que Emmanuel Macron se projette très très loin dans le temps, en 2030. Béatrice Brugère, vous êtes magistrat, on s'adressera dans un instant à votre collègue policier, mais il y a un message qui est destiné au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et à la magistrature. Raccourcir les délais de la procédure pénale, qui est beaucoup trop longue.
Est-ce que vous entendez et est-ce que annoncer Emmanuel Macron est une mesure à vous aider à réduire ce délai ? Écoutez, d'abord, il y a un paradoxe qui est quand même extrêmement important à souligner, c'est qu'on a devant les assemblées aujourd'hui un projet de loi qui est censé rétablir la confiance en la justice. Donc, c'est sur la base d'un Français sur deux qui ne fait plus confiance à la justice. Donc c'est la grande loi de notre garde des Sceaux qui est en ce moment en train d'être examinée devant l'Assemblée nationale, et on a un président de la République qui vient d'annoncer que le garde des Sceaux doit rapidement faire un état des lieux pour tout changer. Donc moi je veux bien, mais là déjà il y a un problème, j'allais dire, de calendrier ou de méthode. Sur le contenu, on va en discuter aussi. Le Beauvau de la sécurité, c'est intéressant parce que il a été mis en marche dans un contexte que vous avez rappelé, qui était un contexte très très violent et très particulier. Et tout de suite, nous, en tout cas en tant que magistrats, on s'est mis au travail avec les policiers et notamment avec FO Police, puisque nous sommes dans la même confédération, pour dire mais si l'on parle de la sécurité, puisque ça s'appelait le Beauvau de la sécurité, après on verra si c'est pas le Beauvau de la police, mais en tout cas si on parlait de la sécurité, il est impensable qu'on ne puisse pas travailler ensemble, et il faut arrêter en tout cas de travailler en silo. Et on va peut-être en parler, ce que j'ai entendu là ne me semble pas répondre immédiatement ni aux enjeux de sécurité, ni sur le contenu, ni sur la méthode, à ce que l'on pourrait avoir rapidement pour modifier la situation. Parce que là, le délai, quand on parle du délai pour traiter une affaire, on parle de quoi ? 18 mois, 2 ans, oui, mais 10 ans. en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je suis un peu stupéfaite de ces annonces, mais on connaît tous l'agenda aussi qui est celui du président de la République, c'est que là, politique. On sort, oui, bien sûr, de l'agenda politique, c'est qu'on sort, et on est encore même dedans, d'un train de réforme. Rappelez-vous, c'est vrai qu'on oublie, mais il y en a eu tellement, on a eu les chantiers de la justice. Les chantiers de la justice avaient pour objet la simplification de la procédure pénale, la simplification de la procédure civile. On y a passé des mois et des mois. Nous, syndicat, notre syndicat Unité Magistrat, on a fait plein de propositions pour simplifier. On nous a pas écoutés. Donc tout ça est passé dans un brouhaha. Et là, à la fin, j'allais dire, du mandat, on nous annonce le grand soir de la simplification. Donc là, je ne comprends pas très bien le contenu. Oui, il y a des problèmes, hein, on est bien d'accord, puisque en fait, on nous a pas écoutés et que depuis longtemps, on demande à ce qu'on se mette tous autour de la table, policiers, magistrats. Mais c'était bien un peu l'objet du Beauvau de la sécurité. Mais on n'y était pas, justement, dans le Beauvau de la sécurité. Et on a les états généraux de la justice qui vont arriver. Et pareil, on a dit, mais il faut que la police soit là. Parce que sinon, on va repartir chacun de son côté et à faire des annonces qui sont très intéressantes sur les plateaux télé, mais qui correspondent peu à la réalité du terrain. Jean-Christophe Couvi, donc, vous êtes policier unité SGP. Dans ce que vous avez entendu du discours d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez les outils concrets pour améliorer le fonctionnement de la police demain ? Bon, alors déjà, on va dire qu'on a quand même un chèque de 1,5 milliard, ce qui n'est pas rien. On sait qu'actuellement, c'est quand même... les caisses sont pas super remplies. En même temps, on nous dit toujours que il faut mettre le paquet là où il faut. Moi, je pense qu'il est temps de mettre le paquet. Maintenant, c'est comment on va transformer ça. Nous, effectivement, le Beauvau de la sécurité, c'est, comme on disait, on l'a initié parce qu'on voyait que dans la maison police, c'était vraiment la catastrophe. On avait le moral à zéro, moral dans les chaussettes. On voyait que, plus rien ne marchait. On avait une défiance d'une partie de la population. Et j'aime bien redire aussi qu'on a quand même l'aval de la majorité de la population. La majorité de la population nous soutient. Il y a une partie qui ne nous soutient pas. Maintenant, c'est peut-être celle-là qu'il va peut-être essayer aussi d'aller chercher. Ça veut dire que vous vous êtes senti mal aimé à un moment ? Ben bien sûr, 2015, c'est vite oublié. Et là, on revoit en ce moment, on reparle des attentats de 2015. On avait la Baraka, même nous, ça nous surprenait, mais on surfait dessus. Et d'un seul coup, patatras, les gilets jaunes sont arrivés, des décisions politiques, des prises de décision aussi de notre technostructure police, parce qu'il faut parler de ça aussi. On parle pas que des politiques, on parle aussi des décideurs qui sont dans les ministères et qui jouent le temps en disant, le ministre change, les présidents aussi. Nous, on reste et vous inquiétez pas, on maintient, voilà. Et nous, on a besoin de bouger tout ça. Et c'est pour ça qu'on a initié ce Beauvau en disant, on savait que ça allait prendre un peu de temps. 7 mois de gestation, parce que c'est ça. On est sur certains points, on en reparlera, effectivement, on est encore en haleine. Sur d'autres, on se dit, ça y est, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Ça va prendre un petit peu de temps.
Et en même temps aussi, on a peut-être tout de suite là de quoi travailler, de quoi avoir des premiers résultats au 1er janvier 2022. Fin des rappels à la loi, ça va quand même vous aider. 180 000 rappels à la loi, rappelait le président. Alors attention, je suis pas un obsédé textuel, mais fin des rappels à la loi pour les policiers, oui, sauf que c'est les magistrats qui vont pouvoir avoir cette charge. Comme tu disais tout à l'heure, les délégués du procureur, c'est eux qui vont faire les rappels à la loi déguisés. Donc il y en aura d'autres. Voilà. Les rappels à la loi, On donne Béatrice le bébé, Brugère. Alors, c'est très intéressant. Vous qui êtes le rappel- magistrate. Ouais, le rappel à la loi, c'est vraiment une histoire assez drôle presque, parce que c'est arrivé par hasard à l'Assemblée nationale. Hein, c'était pas du tout prévu, et c'est sorti comme ça au milieu de discussions. Le rappel à la loi, c'est même 300 000. Moi, j'ai le chiffre de 300 000, donc c'est pas rien hein, en termes de procédure. Le rappel à la loi, ça a été fait pour éviter le classement sec, sans suite. C'est des choses qu'on estimait être de faible importance. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais évalué la qualité de cette réponse, et on l'a supprimée, j'allais dire comme ça, un peu sur un mouvement d'humeur. Sauf qu'une fois qu'on l'a supprimée, on s'est dit, ah oui, mais il faut vite faire une évaluation de ce que l'on va mettre à la place. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? C'est un grand point d'interrogation. Mais on va faire un succès d'année de rappel à la loi, alors soit peut-être en effet un délégué du procureur ou quelque chose. Mais de toute façon, c'est des procédures qui sont si peu importantes qu'on ne pourra pas les réintroduire pour les renvoyer devant une juridiction, car aujourd'hui, et je le rappelle, très peu de procédures sur la masse arrivent, si vous voulez, on pourra en reparler, devant un tribunal. Combien ? C'est quoi la proportion ? Moi, ce que j'ai calculé sur les derniers chiffres, sur ce qui rentre au niveau du parquet, hein, donc de ce que l'on traite, nous, les magistrats du parquet, entre les classements sans suite, les choses qu'on ne peut pas poursuivre, etc., et tout ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites, on est sur un taux de 16 à 17% de procédures qui arrivent devant un tribunal. 16 à 17%. Voilà. Donc, tout ça... C'est peu par rapport à ce qui se fait en Europe ou ailleurs. On est quand même on est très bien placé pour faire des alternatives aux poursuites et des classements sous conditions, alors des réparations, il y a plein d'autres choses. Hein. Heureusement que tout ne va pas devant une juridiction d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'imagine pas tout ce qui rentre en termes de plaintes et comment ça ressort et comment c'est traité. Donc le rappel à la loi, c'est 300 000 à peu près procédures qu'il faudra traiter autrement, mais qui n'iront sans doute pas nécessairement devant une juridiction, parce que justement, c'est des infractions qui sont... On va inventer une autre étiquette, c'est ça ce que vous nous Ça va dites. pas mieux. Jean-Claude Dacier, Les pas bien travaux d'intérêt général, interrompre. c'est pareil. Alors, le travail Le propos. d'intérêt général, c'est pareil. La problématique, c'est que sur le papier, c'est quelque chose de très intéressant et même très séduisant. Hein. C'est toujours mieux que rien et c'est pas inintéressant. Nous, on est tout à fait favorable au travail d'intérêt général, y compris pour les mineurs, ce qui n'a pas été accepté, bizarrement, mais bon, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une telle embolie et une telle difficulté, on en reparlera peut-être sur le traitement judiciaire, que on est sur un délai à peu près de 18 mois sur les travaux donc ça peut pas être la solution miracle. 18 mois. Oui. C'est ça. Voilà. Avant qu'il soit mis en œuvre, Alors, c'est on a ça. fait beaucoup de progrès et tant mieux. Maintenant, on a une agence numérique. Enfin, on va essayer d'être beaucoup plus performant. Mais le travail d'intérêt général n'est qu'une réponse parmi Bien tant sûr. d'autres et ne peut pas être la réponse, j'allais dire, aux infractions Un pénales tout de haut petit mot niveau. de M. Couvi qui est policier avant la pause. Le policier, lui, il attend pas 18 mois de réponse pénale. Lui, ça l'embête parce que le lendemain matin, il va aller au boulot, il va retomber sur les individus qu'il a interpellés la veille et les autres vont lui faire un pied de nez en lui disant « Lol, t'as vu, je suis là dehors et je te nargue ». Et nous, c'est ça on peut plus supporter cette ambiance-là où on a l'impression, effectivement, de travailler contre le vent, quoi. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera aussi ce qu'a dit le président Macron, il faut mieux en prendre en charge les victimes. Et c'est vrai que le mot de victime était présent pour la première fois dans ce discours, et ça c'est une avancée que réclamaient aussi les policiers. À tout de suite. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. En direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec une magistrate, Béatrice Brugère, secrétaire générale unité magistrat, un policier, Jean-Christophe Couvi, unité SGP police, avec un avocat, maître Golnadel, et Jean-Claude Dacier, consultant CNews. On a presque toute la chaîne de la sécurité dans notre pays. On va écouter, magnifique. On va écouter peut-être Emmanuel Macron qui nous parle notamment des victimes, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de policiers nous disaient on parle jamais des victimes, on parle beaucoup des délinquants, beaucoup des auteurs des faits, mais assez peu des victimes. Eh bien, le mot a été prononcé par le président, notamment à propos des plaintes en ligne. On va pouvoir déposer des plaintes en ligne à partir de 2023. Écoutez Emmanuel Macron. Je souhaite que la plainte en ligne soit mise en œuvre dès 2023, et pas seulement la pré-plainte, comme c'est le cas aujourd'hui. Je souhaite que dans ce cadre, un suivi soit possible pour les victimes, avec des référents à qui s'adresser au sein des forces de l'ordre et des applications numériques dédiées. C'est important pour les victimes, mais c'est important aussi pour les forces sur le terrain, pour vous tous et toutes,
de pouvoir suivre les affaires et leur progression. Jean-Christophe Couy, vous êtes policier. Est-ce que ça marche? Alors, la pré-plainte en ligne, on peut remplir effectivement sur l'ordinateur la pré-plainte, mais quand on arrive au commissariat, il faut tout recommencer avec l'officier de police qu'on a en face. Alors, donc, quel est l'intérêt, en fait? L'intérêt au départ, c'était d'essayer de désengorger un petit peu les commissariats, gagner un peu de temps, en fait, récolter un peu d'informations. Moi, j'ai une amie qui a déposé plainte en février parce qu'elle a une boutique, elle s'est fait piquer 20 000 euros par une employée. Donc, elle fait la pré-plainte, sauf qu'en fait, elle savait pas qu'elle devait se déplacer pour signer la plainte. Personne ne le lui dit. Donc, si j'avais pas été là, au bout d'un mois, lui dire, mais t'as des retours? Non, il faut que tu te déplaces, c'est normal. Donc, elle s'est déplacée, elle va signer. Effectivement, il y a une audition. Et là, depuis février, elle n'a pas de nouvelles. Donc elle m'appelle, elle me dit, alors on essaie de faire tout jouer comme on peut, les copains, pour essayer de voir où est-ce qu'en est la plainte, etc. Mais en fait, il n'y a pas de suivi. Mais mes collègues sont dépassés. C'est pour ça, quand j'entends ça, débordé, je veux y croire. J'aimerais bien y croire. Parce que là, on parle de la plainte, pas de la pré-plainte. Je parle pas, oui, une plainte, il faut il y a un moment, il faut se déplacer au commissariat, même sur la plainte. Il faut voir la victime, il faut voir la personne qui dépose plainte, il faut poser des questions. Enfin, il y a une enquête, quoi. Peut-être que pour les femmes, Jean-Claude Dacier, vous voulez les intervenir. femmes victimes de violences familiales, peut-être y aurait-il là un progrès? Bien sûr. Non? Oui, peut-être. Il a évoqué tout Effectivement, l'arsenal pour protéger réponse. les femmes victimes S'il n'y a de pas de violences. réponse, on revient au problème précédent. Béatrice Baugère, magistrate. Alors, les pré-plaintes, je parle sous le contrôle de mon collègue policier, c'est sur des petites infractions, justement. C'était pas sur ce genre d'infractions. En réalité, c'est pas si simple, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, et puis pour les femmes victimes, il faut tout de suite, au contraire, avoir un conseil pour aller voir des médecins, les UMJ. Donc, je suis pas sûre que ça soit les UMJ, c'est tout ce qui est les unités médicales judiciaires. Voilà. Après, en réalité, on peut tout inventer et tout ce qui va dans le sens des victimes sera toujours positif. Mais il faut pas se leurrer avec des mots. C'est-à-dire que si derrière la chaîne pénale, ou en tout cas les moyens des policiers ne suivent pas, de toute façon, on ne pourra pas faire plus que l'on ne peut. Donc, je ne suis pas étonnée par la réponse actuelle de mon collègue qui dit mais oui, mais après on attend 18 mois. Parce que si on accélère d'un côté, mais que de toute façon il n'y a pas les moyens, à un moment donné, on retombera dans la problématique du traitement des délais. Mais après que le président de la République mette l'accent sur les victimes, je trouve ça très positif. Il faudrait que cet accent soit concrètement traduit aussi dans la procédure, parce qu'on a un sacré déséquilibre aussi au niveau de la procédure, par exemple, sur les droits des victimes par rapport aux droits des auteurs. Donc là, il y aurait toute une réévaluation qui prendrait sans doute plus qu'un mois. Sur l'assistance juridique, tout simplement? Oui, sur la manière dont exactement, sur la manière. Alors, on a fait déjà beaucoup de progrès, notamment sur les victimes de terrorisme, parce que ça a été quelque chose qui a été mis sous le feu, j'allais dire, de l'actualité. Mais on est encore très loin, à mon avis, de la prise en charge que l'on peut attendre d'un pays comme le nôtre sur la prise en charge des victimes. Vous demandez qu'on prenne complètement en charge la démarche juridique des victimes. Je vous donne un exemple. Par exemple, un mineur qui est victime a moins de droits, par exemple, à une assistance d'un psychologue qu'un mineur qui est auteur. C'est pas normal. Or, un mineur victime, c'est aussi extrêmement compliqué pour lui. Il a aussi un traumatisme qui n'est pas obligatoirement visible, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut réévaluer tout au long de notre procédure. Mais très bien, si on va dans ce sens, il serait temps. Maître Goldnadel, remettre la victime, je dirais pas au centre du processus, mais en tout cas la ramener un petit peu dans le débat. Mais même dans le code de procédure, la partie civile est souvent pas sur un pied d'égalité par rapport au prévenu. Mais franchement, Laurence Ferrari, vous me contraignez à un exercice très difficile aujourd'hui, parce que je ne suis pas amnésique. Vous voyez, je ne suis pas amnésique. Donc, vous savez, pour moi... Vous ne croyez pas ce qu'a dit Emmanuel Macron? Comment voulez-vous que j'attribue, même sans lui faire de procès d'intention, du crédit, alors qu'il est pré-candidat, qui devrait presque être décompté par le CSA, et alors même que son discours, à tout le moins, a été contradictoire pendant tout son magistère. Un jour, le lundi, il disait ça, et le mardi, il expliquait que les flics faisaient du contrôle aux faciès, et son gouvernement, Madame Belloubet ou Monsieur Castaner, étaient extrêmement sensibles au discours d'Assa Traoré. Comment voulez-vous que je fasse semblant de m'intéresser à un discours à 7 mois? Et alors même qu'il avait fait, le candidat Macron, pas le président, le candidat avait fait des très belles promesses en matière de construction de prisons qui n'ont pas du tout été respectées. Donc je ne suis pas amnésique.
Donc je ne vais pas faire semblant. Non mais pardon, c'est la seule satisfaction que j'ai, elle est intellectuelle. C'est que le candidat se sent, et c'est pas rien, le candidat se sent dans l'obligation de faire un discours sécuritaire, alors que le mot sécuritaire, il y a encore 5 ans, était la pire des injures qu'on pouvait entendre sur les plateaux de télévision ou dans les débats. Ça s'appelle pas du tout. Si, ça s'appelle le bénéfice que l'on tire de son expérience au pouvoir. Mais pas du tout. Ça s'appelle la dure loi des réalités. Ça revient au même. Non, pas du tout, parce que s'il comprenait son peuple comme j'aurais aimé qu'il le comprenne, jamais un public jeune pour faire plaisir, il aurait dit ce qu'il a dit il y a pas 5 ans, il y a peut-être même pas un an. Là, vous décrétez qu'il est candidat, Emmanuel Macron. Je déclare, par mon intermédiaire, je fais par procuration acte de candidature pour M. Macron. Béatrice Brugère, magistrate, a demandé la parole. Allez-y. Oui, je pense que la meilleure chose que l'on peut, et je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Maître Golnadel, la meilleure chose que l'on puisse rendre en termes de vérité aux victimes, c'est quand même aussi le côté de l'exécution des peines. Et là-dessus, il y a quand même une faiblesse énorme sur l'exécution des peines. Mais non, justement, bizarrement, parce que on a eu quand même une contradiction dans les termes. Donc là, on reste sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'on a eu un discours à la fois extrêmement motivant en disant c'est terminé maintenant, chaque peine doit être exécutée, etc., etc. Et on a eu des textes qui nous disent un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que on a vraiment un problème sur l'exécution des peines. On a une circulaire quand même aujourd'hui qui s'appelle la circulaire Belloubet, que notre syndicat a attaqué il y a 1 an, qui demandait à des magistrats de ne pas mettre à exécution certaines peines. C'était des petites peines, certes, mais derrière, il y a des victimes. Donc là, c'est de la réalité, c'est concret. Quand il y a des victimes et qu'on dit à des magistrats du parquet, ne mettez pas à exécution les peines d'1 mois, et pourquoi ? Ou des petits reliquats de peine, pourquoi ? Parce que derrière, il y a aussi des procédures, il y a des vies. Ça, c'est aussi une problématique concrète par rapport aux victimes. Qu'est-ce qu'il n'a pas, semble-t-il, donné l'impression de désavouer son garde des Sceaux lorsqu'il a parlé du sentiment d'insécurité. Qui n'en était pas un. Est-ce que ça, c'est pas un petit problème quand même, qui n'est pas rien? Deuxièmement, il a annoncé un Vendôme de la justice. Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? Parce que le Vendôme de la justice, il nous reste 200 jours avant l'élection présidentielle, ça va probablement manquer un peu de temps. Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? Alors, ce qui nous paraît prioritaire, c'est une question de méthode et de vérité. C'est-à-dire que si on veut réellement changer les choses, et les états généraux de la sécurité ou les états généraux de la justice, que nous, on a demandé on les demande depuis 4 ans. Donc là, je suis d'accord, on attend la fin d'un mandat pour les annoncer. Et on attend d'avoir voté je ne sais pas combien de lois qui n'ont cessé de complexifier la procédure, de nous rendre inopérants. On a un système qui est complètement embolisé. On a un système juridique qui est à saturation judiciaire. Tout le monde tire la sonnette d'alarme. Et là, quelques jours avant la fin, on nous dit « Bon d'accord, j'ai compris, on va faire des états généraux. » Très bien, mieux vaut tard que jamais. Sauf que sur la méthode, nous on dit « Recevez-nous, écoutez-nous, faisons des états généraux où on parle en transversalité avec les avocats, avec la police. Ne faisons pas une opération de communication qui satisfait, des sondages dont on sait qu'aujourd'hui, la justice et la sécurité sont la priorité des citoyens. » Jean-Christophe Couvi, policier. Je regarde aussi un petit peu parce que là, on est sur le Beauvau de la sécurité, mais alors attention, on n'a pas assisté qu'à de la calinothérapie. On a quand même aussi, on nous a déboursé 1,5 milliard. Là, moi, il y a des choses on vous a dit on vous aime, mais... Oui, alors on nous aime, bien sûr. En échange, il faut être, on a bien compris, il faut être droit dans ses bottes, transparent, etc. Et exemplaire. Mais on l'est déjà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on l'est déjà. On fait notre mieux tous les jours pour aider nos citoyens, pour les protéger. Qu'attendent les citoyens de leur police? Mais qu'on règle leurs problèmes du quotidien. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut les aider à régler leurs problèmes du quotidien. Donc, il faut voir aussi le verre à moitié plein. Moi, je suis assez positif. Je pense qu'on a quand même des petites choses acquises, entre guillemets, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir développer. Il y a des choses qu'il faut amincir. On va voir, on va dégrossir tout ça, parce que là, c'était un catalogue à l'après-vert. Et maintenant, on va voir ce que ça va être vraiment dans les faits. Et ça, comptez sur nous, on ne va pas lâcher le morceau. Il y avait beaucoup de mesures qui avaient déjà été évoquées. Les amendes pour occupation illicite
et de terrain par les gens du voyage et de hall d'immeuble, ça avait déjà été annoncé, il l'a confirmé. Alors, ça peut vous aider ou pas de mettre des amendes? On verra, mais les amendes, à la rigueur, on va en mettre, mais déjà, il faut les formuler, il faut formuler l'infraction, et après, il faut la recouvrir, l'amende. A priori, il y aurait que 40% des amendes qui sont recouvertes. Donc, moi, je veux bien, mais si personne ne paye les amendes, aller choper... tout ça, c'est compliqué. Alors, c'est bien, peut-être... On essaie de mettre la pression comme on peut, mais on voit bien qu'on essaie surtout, c'est de dire aux citoyens, voyez, vous avez vu le problème, on va le régler. Ça y est, on va mettre des amendes, ça va régler tout le problème, etc. Ça va peut-être faire un peu d'argent dans les caisses de l'État. Nous, ça va peut-être pas nous changer non plus notre quotidien. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'on a aussi du budget pour les conditions de travail, pour notre matériel, pour que les collègues puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. Franchement, la police, on était à un niveau mais dramatique, lamentable. Là, on essaie quand même d'avoir quelque chose et on va pouvoir travailler dessus. La justice aussi a touché un peu d'argent en supplément. C'est vrai que depuis des années, vous étiez à la traîne, c'est vrai. Alors, d'abord, d'abord, si je puis me permettre, c'est un rattrapage d'une loi de programmation, le surplus, et on a eu très peu en plus par rapport à un budget qui est complètement sous-évalué par rapport aux besoins. Donc, on est très loin. Oui, on est très loin, j'allais dire, du compte. Et moi, ce que je voudrais simplement dire en écoutant mon voisin, c'est que je suis extrêmement jalouse de lui. Pourquoi ? Parce que on est tous les deux représentants d'une organisation syndicale et on a dans un ministère qui est le ministère de l'Intérieur une culture de la négociation, un dialogue social de très haut niveau qui fait qu'aujourd'hui, il peut être content de dire oui, on a obtenu des choses sur le plan matériel. Et c'est très important d'être dans des bonnes conditions de travail parce que c'est tout un ensemble. Et nous, on est dans un ministère où nous n'avons aucune négociation, très peu de contacts, aucune culture, j'allais dire, pour pouvoir améliorer le quotidien. Et donc, on attend un petit peu comme ça que ça vienne d'en haut et on n'est jamais écouté. Donc ça, j'allais dire, ça, c'est un sujet majeur. Peut-être que ça sera un sujet, je l'espère vraiment, mais j'en doute, qui sera évoqué lors des États généraux de la justice. Mais c'est pas parti pour, puisque vous voyez, on est en septembre. Les États généraux, ils ont été annoncés maintenant avant l'été et nous n'avons rien vu venir. Et le Vendôme, c'est quoi par rapport aux États généraux ? Franchement, on a du mal à vous suivre. C'est pas le Vendôme, c'est les États généraux de la justice. Il n'y a pas de Vendôme en réalité. Ah bon, il n'y a pas de Vendôme. C'est la place Vendôme. Faut suivre, hein. Mais c'est vrai que non, mais je reconnais, vous m'entamez beaucoup, mais je reconnais qu'on se rend compte en vous écoutant que la justice a été laissée complètement derrière, qu'elle manque non seulement de moyens, mais à la limite de considération. Je pensais qu'avec Dupond-Moretti, vous aviez enfin trouvé l'homme qu'il vous fallait. J'ai le sentiment que pas grand-chose n'a progressé dans cette direction. Sur ce dialogue, notamment, il répond pas présent. Étonne que ce ne soit pas un homme de dialogue, franchement. Alors, ce qui est important, je ne parle pas du garde des Sceaux actuel, c'est aussi un problème de culture. Moi, je compare la culture, et là, on sera sans doute d'accord. C'est-à-dire qu'au ministère de l'Intérieur, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ils ont la culture, les ministres, quand ils arrivent, de pouvoir écouter les syndicats et de pouvoir trouver des solutions, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles. Alors, je ne dis pas que ça arrive, mais nous, pas du tout. C'est ça que je veux dire. Et l'état de délabrement dans lequel se trouve la justice, c'est aussi ça, c'est aussi cette absence de culture. Si Maître Gonadel, intervenir. Sans me faire l'avocat de M. Dupond-Moretti, on ne peut pas dire que un ancien collègue, un ancien confrère et un ami, même si j'ai des divergences que vous imaginez, mais on ne peut pas dire que l'accueil qui lui a été réservé par les organisations syndicales de magistrats était d'une grande courtoisie. Il n'avait pas encore eu un pied place Vendôme pour que les syndicats, et pas seulement le syndicat de la magistrature, expliquent que c'était l'ennemi. C'est quand même pas comme ça qu'on avance non plus. Sauf que la réponse de la magistrate. Sauf que Maître William Goldnadel, que j'apprécie beaucoup aussi, et que vous êtes capable de nuances, vous savez très bien que c'est pas le cas de notre organisation syndicale, puisque nous avons été au contraire extrêmement institutionnels et républicains. Et j'ajoute, parce que c'est intéressant, parce que ça fait partie des annonces qui ont été faites aujourd'hui par le président Emmanuel Macron, que la première visite que nous avons eue, notre syndicat, je ne sais pas si les autres ont été reçus, mais nous, on l'a été, en tout cas, avec le garde des Sceaux, nous lui avons parlé immédiatement, et je lui ai remis un document sur la simplification du cadre d'enquête. Justement, c'était notre sujet. Il l'a pris et il m'a remercié, et on n'a jamais eu de retour là-dessus. Donc, je lui ai dit, nous sommes prêts à venir travailler avec vous pour
justement voir quelles sont les possibilités de simplifier la procédure. C'est un enjeu très important qui est très attendu. J'attends encore la convocation pour en discuter. Et très attendu aussi du côté policier. Bien sûr, parce que encore une fois, la justice ne vaut rien sans la police et la police ne vaut rien sans la justice. Et on a toujours travaillé ensemble. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga de la paix sociale. Et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus ensemble pour arriver à un projet de société. Là, c'est urgent. Voilà. Mais les Français associent pas forcément effectivement le mais monde non, mais parce policier on fait tout pour les séparer, on fait tout pour monter les uns contre les autres. Oui, et c'est ça en fait le problème du politique, c'est que le politique essaie toujours de séparer les gens, de monter les uns contre les autres et d'isoler. Et nous au contraire, on essaie de rassembler parce qu'on sait très bien que c'est une force commune qui va pouvoir tendre justement vers du changement. Mais ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de vos relations... Un dernier mot, Maître Glanel, avant la pub. Oui, dans l'histoire de vos relations, il y a encore 20-30 ans, quand vous travailliez avec les magistrats, vous apportiez les commissions rogatoires, ça se passait très bien. Mais la police a été désespérée par l'inefficacité de la justice. À un certain moment, ils n'attendaient plus rien. C'est la réalité, c'est ça. Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi un problème de dogmatisme, des fois, qu'on peut trouver chez certains juges qui se transmettent de juge en juge et d'école en école. Et des fois, oui, c'est problématique. Allez, on continue à évoquer ce discours d'Emmanuel Macron et les implications concrètes dans la vie quotidienne des Français. Dans un instant, juste après une petite pause sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite dans Punchline. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on décortique le discours du président Macron. C'était tout à l'heure à Roubaix, une clôture du Beauvau de la sécurité. Et il y a beaucoup de critiques, bizarrement, au niveau politique, à gauche et à droite. Un discours de candidat, a-t-on entendu ce que vous disiez, Maître Golnadel, une instrumentalisation des forces de l'ordre. On va écouter une réaction d'Hugo Bernal ici de la France Insoumise. Ah, mais pour les moyens supplémentaires, il était temps, je veux dire, qu'on rénove un certain nombre de commissariats qui sont dans des états pas possibles. Moi-même, j'ai visité, vous savez, il y a 3 mois, le commissariat de Roubaix, donc quand même juste sur place et à côté, pour dire, bon, les geôles, il faudrait peut-être un peu les réparer, là, parce que les geôles, je peux vous dire que vous y restiez, heureusement qu'on avait un masque, quoi, pour les visiter, quoi, parce que c'était infect, c'était abominable. Et donc, depuis, il y a eu des travaux qui ont été faits, donc c'est ma petite action de parlementaire pour signaler ça, tant mieux. Mais c'est dans tout le pays qu'il faudrait faire ça. Que croyez-vous qu'on a déposé à la France Insoumise comme amendement depuis 4 ans? Des moyens pour la rénovation des bâtiments, rejeté systématiquement. On nous a dit non, c'est bon, il y a ce qu'il faut, en plus il y a le plan de relance, etc. Oui, la France Insoumise travaille pour vous? Oui, alors là, ils travaillent pour nous. J'ai entendu d'autres discours où ils travaillaient pas forcément pour nous. Dans leur grand chef, ils nous avaient bien mis des coups quand même quand il fallait, où il fallait. Non, mais écoutez, après c'est un député. Je veux dire, les députés, c'est normal. Ils sont là aussi pour faire avancer les choses. Oui, la police était délabrée. Oui, elle l'est toujours d'ailleurs. Même si effectivement, il y a de l'argent qui est injecté pour essayer d'avoir du matériel et des locaux dignes de ce nom, et pas que pour les policiers, mais aussi justement pour les victimes qui viennent dans un commissariat. Bon, après, si je vous faisais visiter certains vestiaires, je pense que vous auriez peur, notamment dans Paris. Mais bon, voilà, donc on sait que ça, c'est pris en compte. Ça, on va travailler dessus. Tant mieux, il est temps. Maintenant, voilà, les politiques, forcément, font tous des diatribes. Ils sortent leur discours. Bon. On est à 7 mois de la présidentielle. Ça n'a évidemment échappé à personne. Jean-Claude, l'agenda est politique. Avant tout, Jean-Claude Dacier. Ouais, tu as 200 jours de l'élection présidentielle et le président de la République, à l'évidence, avait besoin de se réconcilier avec les policiers. Alors il dit, je veux les réconcilier avec le public. En fait, le public soutient la police. Une large majorité, lui, avait besoin de se réconcilier avec les policiers. Est-ce qu'il y est parvenu? Je n'en sais rien. C'est à vous, messieurs, de le dire. Mais ça va quand même, globalement, semble-t-il, plutôt dans le bon sens. En revanche, c'est vrai que la justice, qui on peut faire beaucoup de reproches, il y a quand même un point qui me soucie et à laquelle j'aimerais bien, Madame Brugère, que vous essayiez de répondre. Il n'y a eu pratiquement aucune place de prison construite en 5 ans, moins de 2000. Le président avait promis, je crois, 15 000. 15 000, absolument. Est-ce que vous considérez, il y a bien d'autres points de blocage, j'imagine, mais est-ce que vous considérez qu'il y a là quelque chose qui est insurmontable pour les magistrats, qui ne font que de la gestion carcérale et qui sont incapables d'appliquer les peines que parfois, que même souvent, le public leur demande? Béatrice Baugère. Alors, merci pour votre question. Je pense que déjà, c'est un enjeu pas tant pour les magistrats que pour la société. C'est-à-dire que nous, magistrats, quand on met en détention, quand on met en prison, on met parce qu'on estime que les faits sont très graves ou que la personne est dangereuse et qu'elle doit être punie de cette manière-là. Le fait qu'aujourd'hui, on soit soumis à la capacité hôtelière, c'est-à-dire, puisque maintenant, on a une obligation d'incarcérer que si les conditions sont dignes.
Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a cette pression supplémentaire sur le magistrat, à la fois qui vient de deux ordres. La première, c'est le logiciel idéologique qui est en marche, excusez-moi pour l'allusion, qui est en marche depuis plusieurs années, qui nous dit, vous magistrats, attention, vous ne devez incarcérer qu'en dernière limite. Le principe, c'est l'aménagement de peine. Donc, on a déjà cette pression très importante qui est tout le temps renforcée jusqu'à encore une dépêche d'il y a 3 jours qui nous demande d'aménager et de motiver pourquoi on n'aménage pas. On ne motive pas pourquoi on incarcère, on doit motiver pourquoi on n'aménage pas. Donc c'est l'inversion. Donc il y a cette première pression qui est celle justement d'éviter l'incarcération. Et sur vraiment... Mais à cause du manque de place en prison, c'est non, ça c'est l'idéologie. Et la deuxième pression, c'est une pression hôtelière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a un parc carcéral qui est très dégradé, pas partout, hein. Il ne faut pas croire que toutes les prisons, c'est pas vrai. Oui, c'est inégal sur le territoire. C'est surtout d'ailleurs les maisons d'arrêt. Comme on a un parc carcéral qui est en partie dégradé et sur lequel on n'a pas investi assez et sur lequel on ne construit pas assez de places de prison, ne serait-ce que pour se mettre en conformité avec l'encellulement individuel dont je rappelle qu'il a été voté en 1875, non pas 1900, 1875. C'est une vaste illusion dans notre pays. Voilà. Oui, il y a une pression supplémentaire pour les magistrats. Et en plus, on a réduit les délais sur l'incarcération, sachant qu'on a de plus en plus de délais longs sur les procédures, parce que là, on tombe sur un deuxième problème, qui est celui du manque de moyens du côté des officiers de police judiciaire qui, eux aussi, ne peuvent pas faire plus que ce qu'on leur demande. Donc, les délais de procédure dont vous parliez, Madame Ferrari, en début d'émission, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi c'est long ? Pas parce qu'on fait rien, pas parce que la procédure est impossible, elle est compliquée, elle est complexe, mais aussi parce que derrière, il n'y a pas assez de policiers pour faire le travail. Et il n'y a pas assez de magistrats pour aussi, j'allais dire, continuer ce travail. Parce que la chaîne pénale, c'est une chaîne organisationnelle, c'est pas un concept juridique. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en fait, on est pris, j'allais dire, en étau des deux côtés, entre un logiciel idéologique et une absence d'investissement sur les détentions qui, au final, évidemment, nous dérange, nous, les magistrats, parce qu'on a une conscience professionnelle, donc on est quand même pris là-dessus, mais qui est surtout un enjeu pour les citoyens. Parce que nous, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les citoyens. Alors absolument, oui, on a policier. Je voulais dire que la société est devenue... on a judiciarisé la société, effectivement, sauf qu'on n'a pas mis les moyens quand il fallait. Moi, je vois tous mes collègues au PJ, moi-même, je suis officier de police judiciaire. Je peux vous dire qu'on voit la difficulté qu'il y a maintenant d'exercer en tant que flic, qui mène une enquête. Plus ça va, plus on a des contraintes qui viennent s'ajouter. Mes collègues, les 3 quarts du temps, ils courent après les avocats pour prendre des rendez-vous, pour assister leurs clients. Enfin, on devient des secrétaires d'avocats. Voilà. Maintenant, c'est terrible. Enfin, je veux dire, il faut un avocat dès la garde, quand on fait une perquisition, dès la première heure, quand il y a une perquisition. Maintenant, quand par exemple on passe quelqu'un au fichier, si on le met pas sur la procédure, c'est un cas de nullité terminé. Le bandit, il ressort, il nous fait coucou. Vous avez vu les gars, j'avais un très bon avocat d'ailleurs qui a réussi à regarder ça et du coup j'ai l'unité. Enfin, on se rend compte que c'est un parcours du combattant. Et du coup, en plus, les officiers de police judiciaire dans la police, en général, on se dit, en fait, on n'est pas très bien rétribué par rapport à la charge missionnelle qu'on nous impose. Et encore une fois, les collègues tiennent bon parce qu'il y a encore des victimes. Et on sait que derrière, si on lâche, il y a des victimes qui ne seront pas indemnisées ou même, à qui on ne rendra pas justice. Et donc, on fait le job. Mais franchement, je veux dire que la tête n'y est pas, quoi. Maître Goldnadel, en tant qu'avocat. Non, mais ce qui vient d'être dit par les 2 syndicalistes est très vrai et n'est pas, cette fois-ci, apporté au débit du gouvernement. C'est un vrai phénomène sociétal. Moi, sincèrement, j'étais, en tant que citoyen, opposé à la garde à vue dès la première heure parce que je savais que ça serait terrible pour le travail policier, donc pour l'efficacité. Voilà. Non, mais là, vous entrez en conflit avec certains de mes confrères qui sont pour davantage encore, et on peut le comprendre, davantage de droits pour les prévenus qui ne sont pas tous coupables. Hein. Donc c'est vraiment... D'autre part, autre phénomène sociétal, c'est l'inflation des procédures, ce que vous appelez la judiciarisation.
sur 50 ans, il y a plus de conflits entre les couples, il y a plus de conflits entre les associés, il y a plus de conflits prud'homaux, il y a plus de conflits... Il y a évidemment une hausse de l'insécurité qui génère évidemment beaucoup de dossiers. Donc ça, malheureusement, c'est le chemin de Sisyphe. Hein. Et on a, pardon de le dire, je ne suis pas porté vers l'optimisme. Monsieur Couvi, pareil, même constat. Sur, Ah oui, tout à fait. Je veux dire, c'est accablant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que nos hommes politiques n'ont pas pris le virage, vraiment, n'ont pas pris le pouls de la société. Et on a vu que là, maintenant, on est en train de payer la note un petit peu de tous ces retards-là. Et c'est dommage, oui. Ils ont rajouté la création du harcèlement, de la contravention de harcèlement dans les transports. On croule sous les procédures. Et pour un effet d'annonce, on crée une infraction supplémentaire. Et vous avez la garde des Sceaux qui dit on fera en plus des plaintes en ligne, etc. Les magistrats n'ont pas le temps de s'occuper de cela, ni les flics. C'est vrai, Béatrice Brugère, vous n'avez Oui, pas le temps de tout vous à fait. occuper de ces plaintes pour harcèlement? Non, alors ces plaintes spécifiquement, j'espère pas. On essaie de faire le maximum. Mais en fait, le mot qui devrait un peu résumer la situation, c'est le mot de saturation. C'est-à-dire que le système est arrivé à saturation. Et ça a une conséquence immédiate, ce système de saturation, c'est qu'en termes de politique pénale, on n'arrive plus à différencier ce qui est extrêmement grave de ce qui ne l'est plus. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un fait divers, et pourtant le président a annoncé, je crois, aujourd'hui dans son discours qu'il faut arrêter de réagir par rapport aux faits divers, mais c'est ce que l'on n'arrête pas de faire. À chaque fois qu'il y a un fait divers, on fait une loi. Encore là, il y a 2 jours, on était entendu sur un projet de loi qui est le projet de loi suite à l'affaire Halimi. Alors après, c'est peut-être justifié, pas justifié, mais à chaque fois qu'il y a un fait divers, on fait une loi. Or, la loi, ça s'appelle de la complexité. Ça veut dire aussi beaucoup plus de travail, parce qu'intellectuellement, il faut modifier tout ça. Et ça, ce temps-là, il n'est jamais comptabilisé. Donc, en réalité, aujourd'hui, et c'est ce qu'on rappelait d'ailleurs la première présidente de la Cour de cassation et le premier avocat général, M. Molins, au président de la République, avant qu'il décide de faire ses états généraux de la justice, ils ont rappelé l'état des lieux de la justice, mais on est, comme vous l'avez rappelé aussi, à 200 jours de la fin d'un mandat. Et c'est pas nouveau. Cet état des lieux, il n'est pas nouveau. Vous avez tout à fait raison, Mme Gonadel, de le rappeler. En fait, c'est une lente descente sur lequel, aujourd'hui, si on n'a pas non pas des petites annonces comme elles viennent d'être faites, qui sont intéressantes en soi, mais qui ne correspondent pas à la réalité du terrain, si on n'a pas un changement radical et de logiciels, et de moyens, et de volonté politique, et de volonté aussi de politique pénale, eh bien, on n'arrivera pas, j'allais dire, à restaurer implacable que vous faites de la justice. Non, mais c'est pire. Moi, je peux vous dire, pardon de le dire, mais c'est l'expression de ma sincérité. Sur 30 ans, j'ai vu mourir la justice française. Mourir. En termes de décision de justice, de rapidité de décision de justice, d'efficacité, de qualité aussi des décisions rendues, mais qui peuvent s'expliquer par tout ce qu'on dit. Franchement, on n'a pas envie d'être injusticiable. Mais alors, la faute à l'État, la faute aux magistrats, la faute à tout le monde. La faute à la fois à l'idéologie et à l'état de la société. C'est compliqué. Sur la prison comme étant quelque chose de criminogène et qu'il faut à tout prix éviter, si on ne change pas ça, il y a là toute la semence d'un divorce profond avec l'opinion publique. Je ne sais pas comment le président de la République, celui qui est candidat, va s'en sortir, mais je ne sais pas si les États généraux lui permettront de dire 2-3 choses. Mais je ne dis pas que l'opinion publique réclame des emprisonnements à tout prix, mais elle n'obtient pas le minimum qu'elle souhaiterait. Alors on a dit pourquoi. Et je crains que le garde des Sceaux actuel soit un peu sur la ligne Belloubet et Taubira, c'est-à-dire que pour lui, si on peut éviter la prison, c'est pas plus mal. Je veux bien. D'ailleurs, la première visite qui a été la sienne, ça a été pour aller dans une prison, je sais plus laquelle d'ailleurs, Fleury ou je sais pas quoi. Mais au total, il y a là, politiquement, quelque chose qui me paraît assez explosif. Enfin, c'est l'affaire du président. Monsieur Couvi, vous êtes policier, vous voulez répondre à ça? Le fait que le garde des Sceaux ait choisi symboliquement une prison, en même temps, c'est pas illogique
quand on est ministre de la Justice. Bon, moi, je n'ai pas à commenter ce qu'ils font chez mes collègues. Bon, effectivement, on a vu tout de suite, il arrivait dans une prison pour voir les détenus. Alors, j'aurais préféré qu'il aille voir plutôt, entre guillemets, les matons. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais mes collègues qui sont là pour encadrer, parce qu'eux aussi, je peux vous dire, pour discuter avec eux, ils travaillent dans des conditions lamentables. Donc, c'est bien qu'on aille voir les personnes dans la prison, mais toute la prison, voilà, et l'envers du décor. Et aussi, voilà, ceux qui travaillent vraiment et qui ont besoin de ce soutien-là aussi des pouvoirs publics et des citoyens. Béatrice Brogère, magistrate. Oui, ce que je voudrais dire, parce que le débat, il est sociétal. Est-ce qu'il faut plus de prisons, moins de prisons? Bon, c'est pas peut-être obligatoirement le sujet aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que nous, magistrats, ce qui nous intéresse, et nous, en tout cas, en tant que syndicat, notre syndicat, c'est que quand on nous fait voter une loi, on ait les moyens de l'appliquer. Or, par exemple, quand on fait le choix de l'aménagement de peine ou du suivi, ce qu'on appelle en milieu ouvert, eh bien, il n'y a pas les moyens derrière. Donc là aussi, si vous voulez, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que si vous décidez, et pourquoi pas, de dire, voilà, je choisis que cette personne soit suivie, non pas en détention, mais en milieu ouvert. Mais derrière, faut-il encore qu'il y ait des gens, des personnels qui soient formés, qui aient les moyens de suivre ces personnes. C'est ça les enjeux. C'est-à-dire qu'après, on peut discuter à l'infini sur le choix des peines, hein, bien sûr. Mais nous, ce qui nous intéresse, magistrats, et c'est pareil pour les policiers, c'est qu'on ne travaille pas pour rien ou qu'on travaille mal. Or, aujourd'hui, force est de constater que ni les moyens sont là, ni la volonté d'y mettre des moyens, puisque aujourd'hui, et c'est la différence que je rappelais tout à l'heure avec les syndicats de policiers, nous n'avons pas cette capacité de dialogue et de remontée d'informations dans notre ministère. Jean-Claude Dacier évoquait tout à l'heure le nombre de places de prison. Très peu ont été construites pendant ce quinquennat. On peut peut-être ajouter les centres éducatifs fermés, une cinquantaine à peine sur le territoire. Ça aussi, ça permettrait aux juges de prononcer des mesures d'éloignement, des mesures peut-être concernant des jeunes mineurs délinquants. Oui, alors là aussi, et Maître Gonadel le rappelle assez souvent sur les plateaux télévision, et il n'a pas tort, il y a aussi beaucoup d'idéologie dans la justice. Et ça, c'est peut-être un sujet qu'il faudra mettre de façon un peu... Je ne voulais pas l'évoquer, mais c'est vrai que c'est un large sujet. Oui, mais il faudra peut-être le mettre de manière dépassionnée sur les états généraux. Nous, notre syndicat, justement, on essaye de dire... Arrêtons de mettre de l'idéologie, arrêtons de faire de la politique, de la justice qui doit être un bien commun. Et revenons à des choses qui sont beaucoup plus saines et sur l'efficacité et sur la réalité du terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu politique, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a trop parfois d'idéologie et de vision qui fait qu'on n'avance pas et que la justice est extrêmement clivée. Et elle est tellement clivée que dans l'opinion publique, elle est clivante. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on voit très bien comment elle est mise en accusation de façon très binaire et parfois très caricaturale, ce qui porte atteinte de façon parfois assez fausse au travail des magistrats, et vous le savez, qui sont aussi, et je le rappelle, comme les policiers, des gens qui donnent beaucoup de leur temps, qui ont aussi des cadences qui sont difficiles et qui n'ont pas obligatoirement la reconnaissance. Pas tous non plus. Pas tous non plus, mais beaucoup aussi. C'est comme partout. Hein. Exactement. Mais il faut aussi... certains, ils peuvent siéger jusqu'à minuit. Hein. Exactement. Je l'ai vu faire. Voilà. Tout à fait. Réalité. Et on a le cas, là, avec le procès des attentats de novembre 2015 qui se déroulent en ce moment. Il y a un travail formidable qui a été fait par les magistrats, par les enquêteurs, et par les policiers, main dans la main. Oui, tout à fait. Il faut souligner, voilà, il faut aussi voir ce qui est positif, et il faut voir aussi que les magistrats sont soumis à des cadences et à des modifications législatives permanente. Donc il y a aussi cette charge mentale et ces conditions de travail, parce qu'on parle des commissariats de police, mais il y a certains tribunaux, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Un dernier mot, Jean-Claude Dacier. Oh non, je voulais faire une remarque le calendrier. Je vais m'abstenir. Non, quand on voit que vous avez besoin de 3 semaines pour faire l'affaire Benalla, parce qu'il a cravaté un manifestant qui tapait. Je termine, Président. Non, mais j'abonde avec enthousiasme. Allez, rapidement, parce que 30 secondes. On ne comprend pas, sauf ce que vous disiez il y a un instant, il y a de la politique dans tout ça. On se demande si les magistrats n'envoient pas un message ou s'ils n'attendent pas quelque chose. Peut-être, après tout, sera-t-on agréablement surpris. 3 semaines pour un gars qui utilisait des passeports alors qu'il n'en avait pas le droit, mais on rigole. Est-ce trop, Maîtresse Brogère, pardon? Au moins 15 jours de trop. En un mot
objectivement, j'entends la critique. Je suis pas à même d'y répondre. Non, je connais pas non, le je dossier. demande pas, mais alors, juste pour finir là-dessus, nous, notre syndicat, il est extrêmement réformiste. Donc, ces critiques-là, on les entend. Mais après, il faut les confronter avec la réalité. Et on continue à en parler dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On décortiquera, comme on vient de le faire, ces mesures annoncées par Emmanuel Macron à 7 mois de la présidentielle. Merci à vous de votre confiance. Tout de suite sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et moi, je vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Laurence Ferrari sur Europe 1.